Je suis Padre del Valle. Et ceci est la réalité au Mexique. Il existe des endroits dans notre pays où le silence n'est pas synonyme de paix. C'est un mur construit de secrets et de peur, où le soleil brûle la terre et où les regards se détournent quand on pose trop de questions. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un crime passionnel, ni du trafic de drogue, ni de la corruption que nous connaissons tous. Aujourd'hui, nous allons descendre dans un enfer plus ancien, plus intime. Un enfer qui se cache en plein jour, dans les sourires forcés et les yeux vides des enfants. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'un clan. Une lignée qui a gardé un secret pendant plus d'un siècle. Un secret qui coulait dans ses veines. Un secret qui les tuait de l'intérieur. Génération après génération. Voici l'histoire du clan interdit de Morelos. 7 générations de folie. 7 générations de sang appelant le sang. Préparez-vous. Car la réalité que nous allons dévoiler n'est pas facile à voir. Et si vous pensez que votre âme est assez forte pour m'accompagner, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche. Car ici, nous ne racontons pas d'histoire. Nous arrachons la peau de la normalité pour que vous puissiez voir les os de la vérité. Et la vérité fait mal. Courte pause musicale tendue. Tout a commencé avec la poussière. La fine poussière rougeâtre d'une commune oubliée dans les hautes terres de Morelos. Un endroit appelé San Gregorio Atlapulco. Même si elle n'apparaît pratiquement pas sur les cartes. C'est là que Sofia Ramirez est arrivée à l'été 2023. Une assistante sociale fraîchement diplômée. Elle avait 24 ans et une foi inébranlable dans le système. Elle croyait au protocole, au dossier, au fait que le gouvernement, à sa manière lente et maladroite, existait pour aider. San Gregorio l'accueillit dans un silence hostile. Les portes se fermaient à son passage. Les mères tiraient leurs enfants à l'intérieur. Personne ne la regardait dans les yeux. Elle pensait que c'était de la méfiance normale. Les gens de la campagne sont comme ça, lui disait-on. Fermés. Mais il y avait autre chose. Quelque chose flottait dans l'air, mêlé à l'odeur de la terre humide et du bois brûlé. Une nervosité. Une tension palpable. Son travail était simple. Recenser les familles en situation de vulnérabilité. Les enfants non scolarisés, des personnes âgées sans soins médicaux, des femmes victimes de violences. Mais à San Gregorio, tout était étrange. Les familles les plus nombreuses, les plus anciennes, portaient toutes le même nom, Reyes. Les Reyes possédaient presque tout, les meilleures terres, les quelques magasins, le seul puits d'eau qui ne se tarissait jamais. Mais ils ne vivaient pas comme des riches. Ils vivaient cloîtrés. Leurs maisons étaient entourées de hauts murs surmontés de morceaux de verre brisés. Ils ne se mêlaient pas aux autres. Sofia notait dans son carnet. Famille Reyes. Endogamie apparente, forte cohésion sociale. Aucun contact avec l'extérieur. Le système lui avait enseigné des termes techniques pour décrire l'horreur. La première fissure dans le mur du silence apparut un samedi soir. Une bagarre. Des cris qui brisaient le calme du village. Ils provenaient du bar El Último Trago. 2 hommes roulaient sur le sol en terre battue. Ils s'appelaient tous les deux Reyes, oncle et neveu. Les gens regardaient de loin. Personne n'intervenait. C'était une affaire qui concernait les Reyes. Sofia, par instinct, s'approcha. Le neveu, un jeune homme appelé Ismaël, saignait du nez. Son oncle le frappait à coups souples de pied alors qu'il était à terre. « Traître !» criait l'homme âgé. « Tu voulais vendre la terre de grand-père. Cette terre est à nous. » Ismaël, étouffé par le sang et la poussière,
cria quelque chose qui glaça le sang de toutes les personnes présentes. « Je préfère la donner à un étranger plutôt qu'à vous. » À cette famille maudite, où les cousins épousent les cousines et où les enfants naissent avec l'esprit brisé. Silence. Un silence total. Absolu. L'oncle cessa de le frapper. Il resta paralysé. Tout le village resta paralysé. Ismaël avait rompu son serment. Il avait dit à voix haute ce qui était interdit. Sophia sentit des dizaines de regards se poser sur elle. L'étrangère. Celle qui avait entendu. Cette nuit-là, Sophia ne dormit pas. Les paroles d'Ismaël résonnaient dans sa tête. Les enfants naissent avec l'esprit brisé. Elle se souvint des visages des enfants Reyes qu'elle avait vus, leurs regards perdus, leur petit corps fragile. Le lendemain, le cœur serré, il décida de faire quelque chose qui ne figurait dans aucun protocole. Il décida de se rendre dans la maison la plus isolée de toutes, la maison d'Elena Reyes. Pause. Bruit d'un cœur battant lentement. La maison d'Elena se trouvait au bout d'un chemin de terre, presque envahie par les mauvaises herbes. La clôture était plus haute que les autres. Il n'y avait pas de vitres brisées. Il y avait du fil barbelé rouillé. Sophia frappa à la porte métallique. Personne ne répondit. Elle frappa à nouveau, plus fort. « Je suis du DIF. Je viens vous aider. » La porte s'est entr'ouverte. Une femme la regardait avec des yeux remplis de panique. C'était Elena. Elle avait l'âge de Sophia, mais semblait avoir 40 ans. Sa peau était pâle. Ses cheveux étaient ternes. « Partez, » murmura-t-elle. « Il n'y a rien pour vous ici. »« J'ai entendu ce qui s'est passé hier soir, » dit Sophia à voix basse. « J'ai entendu Ismaël. Je veux comprendre. Je veux aider les enfants. » Le mot « enfant » fut la clé. Les yeux d'Elena se remplirent de larmes. Elle hésita un instant. Puis, elle la tira à l'intérieur et ferma la porte à 3 tours. L'intérieur de la maison sentait l'humidité, de maladie, de tristesse. Il n'y avait presque pas de meubles. Juste une table en bois, 2 chaises et une natte sur le sol. Sur la natte, il y avait un paquet recouvert d'une couverture. « C'est Angel, » dit Elena. Sa voix n'était qu'un fil. Sophia s'approcha. Elena souleva la couverture. Sophia retint son souffle. C'était un garçon. Il devait avoir environ 5 ans. Sa tête était trop grande pour son petit corps. Ses yeux, énormes et sombres, ne fixaient rien. Une de ses mains n'avait que 3 doigts, fusionnés. Il respirait avec un sifflement aigu et douloureux. Il ne pleurait pas. Il ne bougeait pas. Il existait, tout simplement. Un monument vivant à la douleur. Sophia eut un haut-le-cœur. Une sueur froide lui coula dans le dos. Un goût métallique envahit sa bouche. Elle voulait s'enfuir, crier. Mais elle se força à regarder, à vraiment regarder. « Qu'est-ce qu'il a ?» demanda-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse. « Il était né comme ça », répondit Elena en caressant les cheveux clairsemés de l'enfant. Le médecin du village a dit que c'était la volonté de Dieu. « Qui est le père ?» demanda Sophia. Elena baissa les yeux. « Car mon cousin, » murmura-t-elle. « Mon cousin Germain, comme mon père avec ma mère, et mon grand-père avec ma grand-mère. » Sophia s'assit sur une des chaises. Ses jambes ne la soutenaient plus. Les murs de la petite pièce semblaient se refermer sur elle. Le sifflement de la respiration d'Angel était le seul bruit. Un métronome de l'horreur. Elena se mit à parler. Les mots jaillirent, comme si elle avait retenu un torrent pendant des années. Elle parla de son mariage à l'âge de 15 ans, organisé par les anciens du clan. Elle parla de son premier enfant,
mort-né. Son cœur était à l'extérieur, dit-elle avec un calme effrayant. Il a parlé de son deuxième enfant, une fille qui est morte à l'âge de 2 ans, étouffée par ses propres convulsions. Angel était le troisième, celui qui avait survécu, si on pouvait appeler cela vivre. Sofia sortit son carnet, mais ses mains tremblaient trop pour écrire. Ce n'était pas un cas de vulnérabilité, c'était un gouffre. Au cours de la semaine suivante, Sofia, prétextant le recensement, visita d'autres maisons du clan Reyes. Elle trouva une adolescente dont la colonne vertébrale était tordue comme un serpent. Un homme de 30 ans, avec l'esprit d'un enfant de 5 ans, qui passait ses journées à empiler des pierres. Un nouveau-né avec une fente palatine, incapable de s'alimenter. Et dans chaque maison, c'était la même histoire. Des cousins mariés à leurs cousines, des oncles avec leurs nièces. Un arbre généalogique qui n'était pas un arbre. C'était un cercle, un nœud qui se resserrait à chaque génération. Sofia passait des nuits blanches à dessiner cet arbre. En reliant des noms, des dates, des maladies, elle arriva à la 7e génération, celle d'Angel, et plus loin encore, jusqu'à l'origine de tout, la racine de la malédiction. Pause, bruit de page d'un livre ancien que l'on feuillette. Le clan n'a pas toujours été ainsi. L'histoire a commencé au milieu du 19e siècle, avec un homme appelé Sylvestre Reyes. Sylvestre n'était pas originaire de Morelos. Il était arrivé en fuyant la guerre. C'était un homme dur, méfiant. Il acheta une grande étendue de terre, la meilleure de la région, et il l'a défendue au péril de sa vie. Il eut 12 enfants. Quand ils grandirent, il eut peur. Peur que ses gendres et belles-filles étrangers divisent ses terres, qu'ils la vendent, qu'ils la perdent. Elle prit donc une décision qui scellerait à jamais le destin de sa lignée. Il décréta une loi, sa loi. La terre est à nous, dit-il à ses enfants, et le sang est la terre. Ce qui est à nous reste à nous. Il maria son fils aîné à sa nièce, la fille de sa sœur. Il y eut des protestations, des murmures. Mais Sylvestre avait une volonté de faire, et la promesse de la terre était trop puissante. La première génération est née en bonne santé, du moins en apparence. La deuxième aussi. La coutume devint tradition. La tradition devint loi sacrée. Se marier en dehors du clan était une trahison. C'était souiller le sang. C'était perdre le droit à la terre. Pour la 3e génération, les problèmes ont commencé. Des fausses couches, des enfants qui mouraient jeunes. Mais ils le cachaient. Ils ont appelé cela la faiblesse. Une épreuve envoyée par Dieu. Les anciens du clan sont devenus les gardiens du secret. Quiconque parlait était puni, exilé, ou pire encore. La peur devint l'air qu'ils respiraient, l'ignorance leur seule protection. Génération après génération, les gènes récessifs se sont rencontrés. Ils se sont renforcés. Les maladies rares sont devenues courantes. Les malformations, la norme. Le clan s'est encore plus renfermé sur lui-même, se méfiant du monde extérieur, des médecins, de la science. Car la science leur aurait dit la vérité, et la vérité était insupportable. La vérité était qu'ils étaient eux-mêmes la cause de leur propre souffrance, que leur loyauté était leur poison, que leur plus grand trésor, la pureté de leur sang, était leur pire malédiction. 7 générations, 150 ans d'une erreur qui se répétait encore et encore. Non par méchanceté, mais par peur, par une loyauté déformée qui avait rongé leurs âmes et leur corps. Longue pause sombre. Le son d'un téléphone qui compose un numéro. Sofia avait tout.
L'arbre généalogique. Les photos des enfants. Des témoignages enregistrés en secret sur son téléphone portable, y compris celui d'Elena. Des preuves irréfutables d'une horreur humanitaire. Elle était prête à activer le système, pour les sauver. Sa première étape fut le commissariat de police de San Gregorio. Une petite pièce qui sentait le café rance. Le commandant, un homme gros et en sueur, ne l'a même pas regardé. Il regardait un match de football sur un petit téléviseur. Sofia expliqua la situation, d'une voix tremblante d'urgence. Elle parla d'Angel, des malformations, des mariages forcés entre membres de la famille directe. Le commandant a ri, un rire sec, sans joie. « Maître, dit-il, sans quitter la télévision des yeux, ce sont les rois. Ils ont toujours été ainsi. Ce sont leurs coutumes. »« Mais c'est illégal ?» s'exclama Sofia. « Et c'est inhumain. Les enfants souffrent. » »« Ce sont leurs enfants. Ce sont leurs familles, » répondit le commandant en faisant un geste d'agacement. « Ici, nous ne nous mêlons pas des affaires familiales. Encore moins avec les rois. Je vous donne un conseil. Ne vous en mêlez pas non plus. » Sofia sentit un froid glacial lui envahir la poitrine. C'était comme parler à un mur d'indifférence. Elle quitta le poste de commandement. Le soleil lui brûlait le visage. La frustration lui nouait la gorge. Elle n'abandonna pas. Le lendemain, il se rendit en voiture au chef-lieu. Il obtint un rendez-vous avec le maire, un politicien au sourire facile et au costume brillant. Il l'a reçu dans son bureau climatisé. Il lui a offert un verre d'eau. Il écouta son histoire avec attention, acquiesçant de la tête. Sofia ressentit une lueur d'espoir. Il comprenait. Quand elle eut terminé, le maire joignit les mains sur son bureau en acajou. « Maître Ramirez, » dit-il d'une voix douce et paternelle. « J'apprécie énormément votre préoccupation. Votre engagement est admirable. » Il fit une pause. « Cependant, vous devez comprendre la complexité de la situation. Les Reyes sont le pilier de San Gregorio. Ils sont plus de 300 personnes. 300 votes. Intervenir serait délicat. Cela pourrait déstabiliser la paix sociale. »« La paix sociale ?» répéta Sofia, incrédule. « À quel prix? Celui d'enfants comme Angel ?» »« Nous vivons dans un pays de coutumes et de traditions, madame l'avocate, » dit le politicien, le sourire intact. « Nous ne pouvons pas arriver et imposer notre vision du monde. Ce serait une forme de colonialisme culturel. Je vous recommande de rédiger un rapport. Nous l'examinerons. Nous créerons une commission. Nous étudierons le cas. » Une commission. Étudier le cas. Des mots vides de sens pour classer l'horreur. Pour qu'il meure dans un tiroir. Sofia se leva. Le verre d'eau était toujours plein sur la table. Elle sentit que la climatisation lui glaçait les os. La gentillesse du politicien était plus violente que le rire du policier. C'était le cynisme soigné de la bureaucratie. Elle n'abandonna pas. Elle y croyait encore. Il restait une dernière étape. La capitale de l'État, Cuernavaca, le siège social du DIF, le cœur du système de protection de l'enfance. Il obtint un rendez-vous avec une directrice adjointe. Une femme d'une 50aine d'années, au regard fatigué de celle qui a vu trop de tragédies. Sofia a tout étalé sur son bureau. Les photos, l'arbre généalogique, les notes. Elle parla pendant une demi-heure, la voix chargée d'un désespoir contenu. La directrice adjointe l'écouta sans l'interrompre. Son visage ne trahissait aucune émotion. Lorsque Sofia eut terminé, la femme soupira. Un soupir profond, d'épuisement existentiel. « Écoutez, madame.
commença-t-elle en rangeant les papiers de Sophia en une pile ordonnée. Techniquement, c'est un casse-tête juridique. Elle désigna une photo d'Angel. Pour nous, il s'agit d'un cas de prise en charge de mineurs handicapés. Cela nécessite un diagnostic médical officiel, formulaire M12 et le consentement des parents. Il désigna l'arbre généalogique. Ceci, poursuivit-il, relève du registre civil, mariage, acte de naissance, et éventuellement du secteur de la santé. Pour la question génétique, formulaire S9A. Mais la consanguinité, en tant que telle, n'est pas considérée comme un délit que nous pouvons poursuivre activement. Il désigna les notes sur les mariages forcés. Et cela, si les femmes ne portent pas plainte, ce n'est qu'une rumeur. La violence sexiste nécessite une victime qui se reconnaisse comme telle. Formulaire 5G4. Sophia la regardait, stupéfaite. « Mais vous ne voyez pas l'ensemble, balbutia-t-elle. Ce ne sont pas des cas isolés. C'est un système d'abus qui fonctionne depuis un siècle. » La directrice adjointe se cale dans son fauteuil. Le cuir craqua. « Je vois des dossiers, madame l'avocate. Je vois des formulaires qui doivent être correctement remplis pour être traités. Votre intention est noble, mais le système ne fonctionne pas avec des intentions. Il fonctionne avec des formulaires, avec des juridictions. » Elle rendit les papiers à Sophia. « Remplissez les formulaires correspondants. Ouvrez un dossier pour chaque cas individuel. Et attendez, le système se mettra en marche. » Sophia eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Le système ne recherchait pas la justice. Il cherchait à classer l'horreur dans des dossiers. Le classer. L'archiver jusqu'à ce qu'il soit oublié. Elle quitta ce bureau en se sentant plus seule que jamais. Sa foi dans le système s'était brisée contre le mur de la bureaucratie. C'est alors qu'un jeune homme l'aborda dans le couloir. Un stagiaire. Il s'appelait Javier. Il avait entendu une partie de la conversation. « N'abandonnez pas, » lui dit-il à voix basse. « Cherchez Carmen Mendoza, au 3e étage. Bureau des droits de l'homme. Elle vous écoutera. » Un dernier espoir. Sophia se rendit au 3e étage. Carmen Mendoza était différente. Elle avait le feu dans les yeux. Elle regarda les preuves et son visage se transforma. Indignation. Colère. « C'est une atrocité, » dit-elle. « Donnez-moi 2 jours. Je remuerai ciel et terre. » Pour la première fois depuis des semaines, Sophia sentit qu'elle pouvait respirer. 2 jours plus tard, Carmen l'appela. Sa voix n'était plus qu'un murmure résigné. « Je ne peux rien faire, Sophia, » dit-elle. « Que s'est-il passé ? » Je suis allé voir mon supérieur. Je lui ai tout montré. Et tu sais ce qu'il m'a répondu ? Il y eut un silence. Sophia entendit Carmen déglutir. Il m'a dit « Mendoza, cette affaire est une bombe à retardement politique. Si nous la faisons éclater, elle nous explosera au visage. Il n'y a pas de méchants évidents, donc c'est nous qui serons les méchants. Le gouvernement incompétent. » Puis il a regardé les papiers et a ajouté la phrase la plus monstrueuse que j'ai entendue dans toute ma carrière. Carmen prit une profonde inspiration. Il a dit « Écoutez, Mendoza, pour l'instant, c'est un problème social complexe. Mais si l'un de ses enfants disparaît, ou si les parents s'enfuient avec lui, alors oui. Alors ça devient une affaire claire. Une affaire de personnes disparues, ça relève d'une autre administration, qu'ils remplissent le formulaire 2B. Et puis, il m'a demandé de classer tout ça comme incident sous observation. » Le téléphone semblait être un morceau de glace dans la main de Sophia.
Formulaire 2B. Le système n'était pas seulement indifférent, il était pervers. Il attendait que la tragédie s'aggrave pour pouvoir la classer plus facilement. Il préférait un enfant disparu à un enfant souffrant aux yeux de tous. Car un enfant disparu est un dossier. Un numéro? Un dossier que l'on peut clore. Ce jour-là, Sofia a compris. Aucun système ne pouvait l'aider. Le système n'était pas défaillant. Il avait été conçu ainsi, pour se protéger lui-même, pas les enfants. Pause. Bruit de vent et note finale de piano, désolante. Que s'est-il passé finalement? Sofia, brisée et désespérée, a fait la seule chose qui lui restait à faire. Elle a divulgué l'histoire à une journaliste d'investigation. Le scandale a éclaté. Les journaux l'ont baptisé le clan interdit de Morelos. Pendant 2 semaines, San Gregorio a été le centre de l'attention. Caméras, des journalistes, des politiciens prononçant des discours indignés, promesses d'intervention, et puis, plus rien. L'attention des médias s'est détournée vers un nouveau scandale. Le clan Reyes, effrayé et provocateur, s'est refermé comme une huître. Ils ont construit des murs plus hauts. Ils ont refusé l'accès à tout le monde. Le gouvernement a envoyé une brigade médicale. Les Reyes ne leur ont pas ouvert la porte. Ils ont déclaré qu'il s'agissait d'une atteinte à leur vie privée. Et comme il n'y avait pas d'ordonnance judiciaire, la brigade a dû partir. La dernière fois que Sofia s'est rendue à San Gregorio, elle a trouvé le village plus silencieux que jamais. La maison d'Elena avait des planches aux fenêtres. Personne ne savait où elle était partie, ni où on l'avait emmenée. Angel et les autres enfants sont toujours là. Cachés, invisibles à nouveau, prisonniers d'une tradition que personne n'a osé vraiment briser. La bureaucratie a gagné. Le silence a gagné. La peur a gagné. Sofia a démissionné de son travail. On dit qu'elle travaille désormais dans un café à Mexico. Elle a perdu confiance dans le système, mais elle n'oubliera jamais le regard d'Angel, ni le sifflement de sa respiration. L'histoire du clan interdit de Morelos n'est pas une histoire de monstre. C'est l'histoire d'un échec. L'échec d'une communauté qui a préféré le secret à la vérité. Et l'échec d'un système qui préfère les formats aux personnes. Un système qui, face à l'horreur, vous demande de remplir un formulaire et d'attendre votre tour. Regardez autour de vous, dans les villages oubliés, dans les rues de nos villes. Combien de clans interdits existent? Combien de secrets pourrissent au grand jour? Pendant que nous détournons le regard. Je suis Padre del Valle et rendez-vous dans la prochaine Realidad Mexico.